On corrige le sujet qui est tombé au Maroc en 2025, filière scientifique mathématique. Et on attaque l'exercice 1 sur l'analyse sur 10 points. Tu peux lire tranquillement l'énoncé avec le barème, et moi j'attaque avec la question 1a. Montrer que pour tout x dans R, f de 1 moins x est égal à f de x. Soit x dans R, on a que f de 1 moins x est égal, eh bien je prends l'expression de f et je remplace x par 1 moins x. Donc là j'avais deux facteurs de x, donc j'ai 2 moins 2x en bas, 1 moins x en haut. Et je vais multiplier en haut et en bas par exponentielle de 2x moins 1. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que je veux me retrouver avec un exponentiel de x en haut, et donc 1 moins x, eh bien, en multipliant les puissances vont se rajouter, donc il faut que je rajoute 2x et que je retire 1. D'où l'exposant que j'ai mis ici. Et on voit que ça colle avec le bas aussi, donc j'ai 2x moins 1 moins x plus 1, ce qui me fait bien x, exponentielle de x, et là je distribue et j'ai 2x moins 1 plus 2 moins 2x, et 2x se simplifie, 2 moins 1, 1, donc e, et là j'ai 1 plus ça, donc j'ai bien 2x, ce qui correspond à f de x. Check. 1b, interpréter graphiquement le résultat obtenu. Cette relation fonctionnelle signifie simplement que la courbe de la fonction f admet une symétrie d'axe x est égal à 1,5. Check. Question C et D, calculer les limites en moins l'infini et en plus l'infini et interpréter graphiquement les résultats obtenus. La limite de l'exponentielle de x en moins l'infini, c'est égal à 0 d'après le cours. Par composition, et toujours d'après le cours, la limite de l'exponentielle de 2x en moins l'infini vaut aussi 0. Et donc par addition et quotient, j'ai que la limite de f de x est égale à 0, donc j'ai 0 en haut divisé par e en bas, ce qui me fait bien 0 en moins l'infini. La limite de f en plus l'infini, c'est égal à la limite de f de 1 moins x en plus l'infini, puisque f de x est égal à f de 1 moins x pour tout x dans R d'après la question 1a. Et par composition, vu que 1 moins x tend vers moins l'infini, ceci c'est la limite de f de y quand y tend vers moins l'infini, qui vaut 0 d'après ce qu'on a dit avant. On en conclut donc en 1D qu'on admet des asymptotes horizontales d'équation y est égal à 0 en plus et moins l'infini. Check, check, check. 2A, montrer que pour tout x dans R, f' de x est égal à f de x, facteur de 1 moins exponentielle de 2x moins 1, divisé par 1 plus exponentielle de 2x moins 1. On commence par préciser que f est dérivable sur R comme quotient d'exponentielle et composition avec un polynôme. Le dénominateur ne s'annule pas parce qu'il est strictement positif. Et on a aussi une petite addition en bas. Et donc soit x dans R, on a que f' de x est égal à, j'applique la règle de dérivation d'un quotient, donc j'ai la dérivée du numérateur qui est toujours exponentielle de x fois le dénominateur, moins la dérivée du dénominateur qui est 2 exponentielle de 2x, puisque le e se dérive en 0 fois le numérateur exponentiel de x, sur le dénominateur au carré. Vu que je veux faire apparaître un facteur f de x, je factorise en haut par exponentielle de x, et en bas par un facteur exponentiel de 2x plus e, et j'obtiens bien ceci, où j'identifie ici f de x et un quotient que je vais transformer pour obtenir ce qu'il faut. Vu que je veux des 1 ici, et que je n'en ai pas, je vais tout simplement factoriser numérateur et dénominateur par e. Ce qui après simplification me donne ceci. Oui, j'ai bien utilisé les propriétés de l'exponentielle pour factoriser. Ici j'avais une puissance 1, donc je me retrouve avec une puissance 0, 1, et ici j'avais 2x, donc je me retrouve avec une puissance 2x moins 1 en haut et en bas. Ce qui fait bien ceci, check. 2b, donner les variations de f, puis en déduire que pour tout x dans R, f de x est compris entre 0 et 1,5 strictement. Déjà, on a que f de x est strictement positif pour tout x dans R de manière évidente. Bah oui, les poteaux, d'après le cours, l'exponentielle de x est strictement positif sur R, exponentielle de 2x également, plus e, c'est encore plus strictement positif, quotient strictement positif, c'est strictement positif. Même bail pour cette exponentielle-là, et je rajoute un truc strictement positif, c'est donc strictement positif. Donc le signe de la dérivée va dépendre du signe du numérateur, puisque le facteur f et le dénominateur sont strictement positifs. Et je résous gentiment cette équation est égale à 0, et j'obtiens que 1 est égal à exponentielle de 2x moins 1, autrement dit que 0 est égal à 2x moins 1 en appliquant le logarithme, et donc que x est égal à 1,5, et je refais la même chose en inégalité, j'obtiens que ceci est strictement plus grand que 0 si et seulement si x est strictement plus petit que 1,5. Ce qui me donne le tableau de variation suivant, donc je m'annule en 1,5 pour la dérivée, je suis positif strictement avant, négatif strictement après, et donc f admet un maximum en 1,5, elle est croissante sur moins l'infini 1,5, décroissante sur 1,5 plus l'infini, avec les limites qui valent 0. Et donc d'après le tableau de variation, j'ai bien démontré que pour tout x dans R, f de x est strictement plus grand que 0, on ne peut pas être égal à sa limite puisqu'on est strictement croissant là et strictement décroissant. Et f de x est de plus inférieur ou égal à son maximum, mais son maximum il est majoré par 1,5 strictement, puisque exponentielle de moins 1,5 est strictement plus petit que 1. Pourquoi? Par croissance stricte de la fonction exponentielle, j'ai exponentielle de moins 1,5, j'ai exponentielle de 0, moins 1,5 est strictement plus petit que 0. Check, check. 3. Représenter la courbe gamma. Et on fait attention aux indications qu'il nous donne dans la question. Pour le repère, on avait en abscisse 1 cm et en ordonnée 2 cm. Et on avait ces approximations-là qui naturellement correspondaient aux images en 0 et en 1,5.
Donc l'image en 1/2, c'est bien ce qu'on avait trouvé là, hein. Si on réexprime ça, c'est 1 sur racine de e. Donc j'ai bien ceci, l'image de 1/2 c'est environ 0,30. Et on voit que si on remplace x par 0, on a que l'image de 0 qui vaut 1 sur 1 plus e est environ égal à 0,27. Donc moi j'ai fait un truc vraiment à l'arrache et très moche et pas du tout à l'échelle, hein, parce que normalement ça doit être un peu plus allongé en ordonnée vu qu'on est le double en centimètres. Mais globalement votre courbe elle a cette tête, le maximum en 1/2, vous avez l'axe ici de symétrie et vous avez l'axe des ordonnées qui est pas très loin puisque l'image en 0 est quand même assez proche de l'image en 1/2. Vous êtes strictement positif et vous décroissez vers 0, en plus l'infini et en moins l'infini. Attention ici, ça ne remonte pas, hein, c'est juste parce que je dessine comme un bolos. 4a montrer que l'intégrale de 0 à 1/2 de f de x dx est égale à l'intégrale de 1/2 à 1 de f de x dx. C'est un petit classique pour les fonctions qui présentent une symétrie d'axe x est égal à a. On va faire le changement de variable correspondant à l'expression qui apparaît dans l'équation fonctionnelle. Et donc je pose x est égal à 1 sur t, et donc dx est égal à moins dt. Et donc on aura que t est égal à 1 moins x. Si je fais passer le t de l'autre côté, il devient positif, et donc le x devient négatif. 1 moins x égale t. Et donc quand x est égal à 0, t est égal à 1, et quand x est égal à 1/2, t est égal à 1/2. Et donc en remplaçant, j'ai ça. Je mets les bornes dans l'ordre, je mets le dx que je change en moins dt, donc j'ai moins dt, et le x qui est dans f que je change en 1 moins t. Et je réécris l'intégrale en changeant donc les bornes, et en faisant disparaître le signe moins, et en utilisant la question 1a, j'ai que ceci c'est tout simplement f de t dt, et je réécris le tout avec dx. Check. 4b, en déduire que l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx est égale à 2 l'intégrale de 0 à 1/2 de f de x dx. Bon là les potos, hein, c'est facile, on utilise simplement la relation de Chasles. J'ai l'intégrale de 0 à 1 qui est égale à l'intégrale de 0 à 1/2 de f de x dx, plus l'intégrale de 1/2 à 1 de f de x dx, mais d'après la question précédente, j'ai que cette intégrale-là est égale à cette intégrale-là, donc je réécris tout simplement 2 fois l'intégrale de 0 à 1/2. Check. Question 5a, en effectuant le changement de variable t est égal à exponentielle de x, montrer que l'intégrale de 0 à 1/2 de f de x dx est égale à l'intégrale de 1 à racine de e dt sur t carré plus e. Bon bah c'est parti mon kiki. On pose t est égal à exponentielle de x, donc dt ça va être exponentielle de x dx. Et quand x vaudra 0, eh bien t vaudra exponentielle de 0, donc 1. Donc j'aurai 1 dans la bande du bas. Et quand x vaudra 1/2, t vaudra exponentielle de 1/2, donc exponentielle de 1/2 qui vaut aussi racine de e. Et donc je fais le remplacement. J'ai dt qui vaut exponentielle de x dx, donc là j'ai exponentielle de x dx que je remplace directement par dt, et en bas j'ai exponentielle de 2x plus e, exponentielle de 2x c'est exponentielle de x au carré, d'après les propriétés de l'exponentielle, donc ici j'ai tout simplement un t carré plus e. Check. 5b, montrer que l'intégrale de 0 à 1/2 de f de x dx est égale à 1 sur racine de e, arctan de racine de e moins pi sur 4. Question un petit peu plus technique, mais on va s'en sortir, ne paniquons pas. Intégrale de 0 à pi sur 2 de f de x dx est égale, d'après la question précédente, à l'intégrale de 1 à racine de dt sur t carré plus e. Je factorise par e au dénominateur, donc j'ai un facteur 1 sur e qui sort par linéarité de l'intégrale, et je me retrouve avec ceci. Parce que quand je distribue le e au dénominateur ici, là, avec le carré, la racine de e sort en 1 sur e, et le multiplie, je me retrouve bien juste avec un t carré, et ici j'ai un 1 qui prend donc le facteur e. Et ça je sais primitiver avec la composition et le arctangente. Donc j'ai racine de arctangente de t sur racine de fois 1 sur e en dehors du crochet, entre 1 et racine de e. En dérivant et en appliquant la formule de dérivée des composés, hein, j'ai bien un facteur 1 sur racine de e qui sort et qui se simplifie avec ça. La dérivée de arctan 1 sur t carré plus 1 appliqué en ça, qui me donne bien ceci. J'évalue ma fonction en les bornes, donc en racine de e et 1 en bas, ce qui me fait racine de e sur racine de e et 1 sur racine de e. Donc je me retrouve avec cette expression-là, que je vais changer en cette expression-là en utilisant la relation que arctan de x plus arctan de 1 sur x est égal à pi sur 2 pour tout x non nul. Alors j'ai un petit doute si cette identité est bien au programme du Maroc, confirmez-moi en commentaire, mais si jamais elle n'y est pas, bon bah du coup il faut redémontrer le résultat. Et je vous laisse faire ça en exercice en com. Donc le arctan de 1 sur racine de e va être remplacé par pi sur 2 moins arctan de racine de e. J'ai le moins qui se distribue, donc pi sur 4 moins pi sur 2 moins pi sur 2 moins moins plus. Et je me retrouve bien avec arctan de racine de moins pi sur 4 avec un facteur 1 sur racine de e. Check. C. En déduire l'aire en centimètres carrés du domaine plan délimité par gamma, les droites d'équation respectives x égale 0, x égale 1 et y égale 0. Et bien vu que f est strictement positive sur l'intervalle 0,1, vu qu'elle est sur R d'après ce qu'on a démontré un petit peu avant, on a que l'aire dont il est question, c'est l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx.
Mais d'après la question 4b, ça c'est 2 fois l'intégrale de 0 à 1 demi de f de x dx. Et d'après la question précédente, ça c'est 2 sur racine de e, arctan de racine de e, moins pi sur 4. Par contre, on fait super gaffe, ceci c'est le résultat en unité d'air. Oui, parce que les valeurs de votre intégrale sont toujours exprimées en unité d'air, c'est-à-dire en rectangle dont la longueur et la largeur sont données par les normes des vecteurs de la base pour former le repère orthogonal. Et donc une unité d'air en centimètres carrés, eh bien c'est ça multiplié par ça, soit 2 centimètres carrés. Donc l'air dont on parle, en centimètres carrés, c'est cette quantité fois, je remplace unité d'air par 2 centimètres carrés, et donc je multiplie par 2, j'ai distribué, donc j'ai un 4 là que je distribue à ça, le pi sur 4, le 4 du dénominateur se simplifie, j'ai donc moins pi sur racine de e. Donc l'air en question en centimètres carrés vaut ceci. Check. Partie 2, je te laisse lire l'énoncé, on considère la suite blablabla, et question 1, on veut montrer que pour tout x dans R, la valeur absolue de f' de x est inférieure ou égale à f de x. Bon, déjà, on a que la valeur absolue de ceci est inférieure ou égale à la valeur absolue de 1, plus la valeur absolue de moins exponentielle d'après l'inégalité triangulaire. Ce qui vaut exactement ceci, puisque là c'est positif, et là je fais disparaître le moins, l'exponentielle est strictement positive. Mais d'après la partie 1 2a, on a f' de x en fonction de f, qui vaut pour rappel ceci, donc je prends la valeur absolue de f' et j'ai la valeur absolue de ça, valeur absolue du numérateur sur valeur absolue du dénominateur. Et la valeur absolue du numérateur, ce que je viens de montrer, est majorée par ceci. Donc j'ai tout ceci qui est majoré par la valeur absolue de f fois ce quotient-là qui fait 1. Et donc tout ça c'est égal à f, puisque f est bien strictement positive. Check. 2a, montrer que pour tout x dans 0, 1/2, f' de x est compris entre 0 au sens large et inférieur à 1/2 au sens strict. D'après le tableau de variation qu'on a fait avant, f' de x est positive sur 0, 1/2. Donc j'ai déjà ceci, mais on vient de montrer que c'est majoré par f de x, qui est lui-même strictement plus petit que 1/2, d'après la question 2b de la partie 1. Check. Question 2b, montrer que la fonction g, qui à x associe g de x est égal à f de x moins x, est strictement décroissante sur R ici. Tout d'abord, on a que g est dérivable sur R en tant que somme de deux fonctions dérivables, f dont on a déjà démontré avant qu'elle était dérivable, et moins x, qui est évidemment dérivable en tant que polynôme. Et donc la dérivée pour tout x dans R de g, c'est g' de x est égal f' de x moins 1. Or, d'après ce qu'on a montré avant, on a que f' de x est inférieur à f de x inférieur à 1/2, donc f' de x est inférieur à 1/2, et en retirant 1, je trouve que f' de x est inférieur strict à 0, puisque moins 1/2 est inférieur strictement à 0. Je n'ai pas utilisé le résultat de la question précédente, parce que ici je le fais pour tout x dans R. Et pour tout x dans R, c'est vrai qu'on a cette inégalité. J'ai la valeur absolue de ça qui est inférieure à f de x. On l'a montré ici, et donc ça veut bien dire que f' de x est inférieur à f de x, puisque f' de x est toujours inférieur ou égal à sa valeur absolue. Et donc j'ai bien que f' de x moins 1 est strictement négatif pour tout x dans R. Et donc g' est strictement négatif, donc g est strictement décroissante sur R. Check. Question C, en déduire qu'il existe un unique réel alpha dans 0, 1/2 tel que f de alpha est égal à alpha. On a que g est continue parce qu'elle est dérivable, on l'a démontré avant, elle est strictement monotone, strictement décroissante d'après la question précédente, et on a que sa limite en plus l'infini vaut moins l'infini. Oui, parce que pour rappel, la limite de f en moins l'infini, c'est 0, et en moins l'infini, moins x tend vers plus l'infini. Enfin, pardon, j'ai mixé, en moins l'infini, c'est plus l'infini, mais ici, en plus l'infini, du coup, c'est moins l'infini, puisque moins x tend vers moins l'infini. Donc j'ai ces deux limites, et j'ai l'appartenance de 0 à moins l'infini plus l'infini, ceci c'est R. Donc d'après le théorème de la bijection, l'équation g de x égale 0 admet une unique solution alpha dans R, et donc j'ai g de alpha qui vaut 0 si et seulement si f de alpha est égal à alpha, puisque g de alpha, c'est f de alpha moins alpha. Mini-check. On ne s'enflamme pas trop vite parce qu'il faut justifier que alpha est dans l'intervalle 0, 1/2, donc je calcule g de 0 qui vaut f de 0 moins 0, donc f de 0, qui vaut ceci qui est strictement positif, donc on sait que alpha est strictement supérieur à 0, vu que la fonction g est strictement décroissante. De même, je calcule g de 1/2 qui vaut f de 1/2 moins 1/2, qui vaut ceci moins 1/2, je factorise par 1/2, j'ai ça moins 1 qui est strictement négatif, parce que cette exponentielle-là est plus petite que 1. Et donc, comme ceci est strictement négatif, par décroissance de g, j'ai que alpha est inférieur strictement à 1/2. D'où alpha appartient bien à l'intervalle 0, 1/2 ouvert. Check. Question 3, montrer que pour tout n, 0 est inférieur strict à un, qui est inférieur strict à 1/2. On va procéder par récurrence, et c'est évidemment vrai pour n est égal à 0 d'après l'énoncé. C'était précisé juste là. On passe à l'aridité, soit n antinaturel tel que on vérifie ça. Eh bien, on va montrer qu'on a un plus 1 compris entre 0 et 1/2. Donc, par hypothèse de récurrence, j'ai cette inégalité. Oui, j'ai fait la rédaction en raccourci. J'applique f, qui est strictement croissante sur l'intervalle 0, 1/2.
d'après le tableau qu'on avait fait juste avant. f de 0 vaut ceci, c'est strictement positif, f de 1 demi vaut ceci, c'est exponentielle moins 1 demi sur 2 est inférieur à 1 demi, puisque exponentielle moins 1 demi est inférieur strict à 1, et donc j'ai bien que un plus 1 est inférieur strictement à 1 demi et supérieur strictement à 0. Donc d'après le principe du raisonnement par récurrence, j'ai bien qu'on a ceci pour tout n entier naturel. Check. 3b montrait que pour tout n entier naturel, un plus 1 moins alpha est inférieur ou égal à 1 demi, valeur absolue de un moins alpha. F est dérivable et continue sur R, et j'ai que la valeur absolue de f' de x est inférieure à 1 demi d'après la partie grand de 1 et partie grand 1 2b. En 1 2b, j'ai montré que f de x est inférieur strict à 1 demi, et en grand de 1, j'ai montré que la valeur absolue de f' de x est inférieure à f de x, donc j'ai que la valeur absolue de f' de x est bien inférieure à 1 demi. Et donc je peux appliquer l'inégalité des accroissements finis, j'ai que pour tout x dans R, la valeur absolue de f de x moins f de alpha est inférieure ou égale à 1 demi, valeur absolue de x moins alpha. Soit maintenant n un entier naturel quelconque, et bien je vais tout simplement poser x est égal à un, et donc j'ai valeur absolue de f de un moins f de alpha, qui vaut alpha, est inférieur ou égal à 1 demi un moins alpha, et f de un c'est un plus 1, donc j'ai bien démontré ceci. Check. 3c montrait par récurrence que pour tout n entier naturel, la valeur absolue de un moins alpha est inférieure ou égale à 1 demi puissance n plus 1. C'était gentil, on vous indiquait quand même qu'il fallait utiliser une récurrence. Initialisation, la valeur absolue de u0 moins alpha est inférieure ou égale à 1 demi, oui, parce que u0 et alpha sont dans cet intervalle, donc la différence entre les deux c'est la distance, elle est forcément inférieure à la distance de l'intervalle qui est 1 demi moins 0, soit 1 demi. Ça peut se refaire plus proprement avec des inégalités, je vous laisse faire ça en commentaire. On passe à l'hérédité à l'arrache, j'utilise donc l'hypothèse de récurrence et je pars de un plus 1 moins alpha inférieur ou égal à 1 demi, valeur absolue de un moins alpha d'après la question précédente, et en utilisant l'hypothèse de récurrence, j'ai que tout ceci, c'est inférieur ou égal à 1 demi puissance n plus 1, et j'ai le facteur 1 demi, donc je me retrouve bien avec 1 demi puissance n plus 2, et j'ai bien montré que la valeur absolue de n plus 1 moins alpha est inférieure ou égale à 1 demi puissance n plus 2, d'après le principe du raisonnement par récurrence, blablabla. Check. En déduire que la suite un converge vers alpha. Bon, j'ai une valeur absolue, c'est nécessairement supérieur ou égal à 0, 0 converge vers 0, j'ai ce truc-là qui majore ma valeur absolue, mais ce truc-là, la limite, quand n tend vers l'infini, c'est 0, puisque 1 demi est strictement inférieur à 1 et strictement supérieur à moins 1, suite géométrique de raison comprise entre moins 1 et 1 strict. Donc, d'après le théorème des gendarmes, j'ai que la limite du truc encadré, la valeur absolue de un moins alpha, est égale à 0, et ça signifie exactement que la limite de un, c'est égal à alpha. Puisqu'on précise que la valeur absolue du truc tend vers 0 si et seulement si le truc lui-même tend vers 0, donc limite de un moins alpha est égale à 0, et donc limite de un est égale à alpha. Check. Et enfin la partie 3, on considère la suite numérique Sn, je vous laisse regarder l'expression 1a, vérifier que pour tout n dans n étoiles, Sn est égal à cette expression-là. Bon bah soit n dans n étoiles, je vais commencer par l'expression et la transformer. Donc j'ai 1 sur n plus 1 somme pour k variant de 1 jusqu'à n de k sur n f de k sur n qui est égal à 1 sur n plus 1, la même somme k sur n, et je remplace par l'expression. Donc j'ai bien mon x là et mon x ici que j'ai remplacé par k sur n. Je sors le facteur 1 sur n et je me retrouve bien devant avec 1 sur n plus 1. Et je fais passer ça au dénominateur en mettant un moins dans l'exposant, donc ça se multiplie comme ça, et il me reste le k en haut, qui venait de là. J'applique les propriétés d'exponentielle, donc j'ai moins k sur n plus ça, donc j'avais 2 k sur n, je me retrouve avec un seul k sur n, et là je me retrouve avec 1 moins k sur n, autrement dit, avec bien ceci en mettant le 1 au même dénominateur que k sur n, donc ça fait bien n moins k sur n, et ceci ici, et ça c'est bien Sn par définition. Check. 3.1b montrait que l'intégrale de 0 à 1 de x f de x dx est égale à l'intégrale de 0 à 1 demi de f de x dx. On pourrait effectuer le changement de variable t est égal à 1 moins x. Oh, ils sont mignons, ils nous donnent encore le changement de variable. Allez, c'est parti, je le pose, t égale à moins x, dt est égal à moins dx. Et donc je remplace dans cette bêtise, à la borne du haut, quand x est égal à 1, j'ai que t vaut 1 moins 1, 0 ici. À la borne du bas, quand x vaut 0, j'ai 1 moins 0, 1 en bas. Je remplace le dx par moins dt, donc je me retrouve avec moins dt, et le x devient 1 moins t, je passe x de l'autre côté et t ici, donc j'ai bien x est égal à moins t, et le x dans le f devient 1 moins t, donc j'obtiens bien cette expression-là. Je réarrange les bornes en faisant disparaître le signe moins, donc j'ai bien l'intégrale de 0 à 1 de tout ceci, et d'après la première question, j'ai que f de 1 moins t est égal à f de t, donc j'obtiens bien cette expression-là. Mais du coup, si vous regardez bien, en utilisant la linéarité de l'intégrale, ça c'est l'intégrale de 1 fois f, donc l'intégrale de f, moins l'intégrale de t f de t dt, ou de x f de x dx.
Donc je me retrouve avec l'intégrale de 0 à 1 de xf de x dx est égale à l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx moins la même intégrale. Donc je fais passer de l'autre côté du signe égal, et j'ai donc bien que 2 fois l'intégrale de ceci, c'est égal à cette intégrale-là, qui d'après la question 4b de la partie 1 est égale au double de l'intégrale de 0 à 1,5 de f de x dx. D'où après simplification par 2, l'égalité des deux intégrales. Check. Et enfin, dernière question, montrer que la suite Sn est convergente et déterminer sa limite. On remarque que n plus 1 fois Sn sur n, c'est la somme de Riemann associée à cette fonction. Oui, parce que là, j'ai la fonction qui a x associée xf de x, mais là, je dois avoir un 1 sur n, normalement. Donc je multiplie par n plus 1 pour simplifier ça, et je divise par n. Or, cette fonction est continue sur 0,1, donc elle y est intégrable, et donc ça signifie en particulier que la somme de Riemann associée converge, et la valeur de cette limite, c'est tout simplement l'intégrale de la fonction. J'ai donc limite en plus l'infini de n plus 1 Sn sur n est égal à ceci, mais la limite de n plus 1 sur n, c'est 1, et donc j'ai que la limite de Sn, c'est la valeur de cette intégrale qui vaut ceci, d'après les questions 1b de la partie 3 et 5b de la partie 1. Check final. Voilà, n'hésite pas, si jamais tu as des questions. Bisous.